Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 7 avril 2021. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par faire un point sur le contexte de marché. Alors hier, visiblement, Wall Street a marqué le pas. Les indices marquent une pause, ils reprennent leur souffle, hein. Nous avons tout de même à Wall Street terminé en légère baisse avec un S&P 500 qui perd 0,1%, le Dow Jones se replie de 0,29% et le Nasdaq en cède de quelques 0,05%. Le Russell 2000 a quant à lui perdu 0,25%. Donc on reprend son souffle après une nette hausse lundi qui avait été provoqué dans un premier temps par le rapport positif sur l'emploi et par la suite le record de l'indice ISM des services. Alors en parallèle, le rendement à 10 ans est tombé à 1,66%. Et on notera également on notera des données qui ont été fournies par le FMI. Le FMI qui estime que la croissance des économies avancées devrait s'établir à 5,1% cette année, celle des États-Unis à 6,4%. Le FMI s'attend à une croissance de 8,4% en Chine et de 4,4% en zone euro. Alors globalement, selon le FMI, l'économie mondiale devrait connaître une croissance de 6% en 2021, alors que ce qui était prévu, c'était simplement 5,5% en janvier. Et le FMI s'attend également à une croissance de 4,4% l'an prochain. Donc voilà pour les estimations du FMI dont nous avons pris connaissance hier. Alors dans les prochains jours, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attention devrait se centrer sur les négociations entre républicains et démocrates, hein, concernant justement le nouveau plan d'infrastructure de Joe Biden à hauteur de 2250 milliards de dollars. Alors, les démocrates pourraient être en mesure d'adopter ce nouveau projet de loi de relance d'une manière qui ne nécessiterait pas une majorité de 60 voix au Sénat. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, un résultat de 50-50 avec le vote du vice-président serait suffisant pour adopter le nouveau projet de loi. Mais cela nécessiterait tout de même le soutien de tous les sénateurs. Alors, à noter que certains d'entre eux, notamment le sénateur Manchin, ne sont pas prêts à soutenir une augmentation de l'impôt sur les sociétés à 28%. Et donc, Manchin a déclaré que le taux le plus élevé qu'il pourrait accepter est de 25%. Donc, voilà ce qui sera suivi de très très près prochainement, hein. Ce sera certainement le focus à venir. Alors, face à des indices, pour la plupart sur des records, hein, on se pose la question, est-ce que les indices vont continuer à progresser en tenant compte, hein, du début de la reprise économique, d'un soutien inconditionnel des gouvernements et de la baisse des attentes concernant la hausse des taux d'intérêt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a un risque de surchauffe, de hausse des rendements obligataires et de nouvelles taxes, hein. Ce sont les réels risques qui vont peser sur les marchés dans les semaines à venir. Voire les mois à venir. Donc, je pense que ce seront les principaux points qui devront peser, qui pourront menacer cette progression des indices, hein. Et sur le très court terme, ce sera la publication des résultats d'entreprises qui devront confirmer ces indices, qui devront justifier, si je puis dire, des indices à des niveaux records. Donc voilà pour le contexte de marché. Concernant le Crédit Suisse, alors Crédit Suisse aurait licencié son principal responsable des risques et de la conformité et proposé une réduction de ses dividendes, hein, suite à ses pertes annoncées de 4,4 milliards de francs suisses en raison donc de son lien avec le hedge fund Archegos Capital Management. Très rapidement, on notera, hein, sur le marché des changes, pour les cambistes, on a ici un petit signal d'achat, hein, sur le SD4 en données H4. On a une sortie du nuage par le haut, c'est validé dans la foulée par une chic span qui n'a plus d'obstacle. Et on va en parler de cela, le GBP-USD, vous pouvez le voir ici. Il y a une épaule tête-épaule. Alors est-ce qu'on va clôturer sous la ligne de coup? Est-ce que l'on va casser la ligne de coup? Cela pourrait donc envoyer le câble en baisse, hein. On pourrait approfondir la baisse sur le GBP-USD. On gardera un œil tout de même sur le dollar américain. Voilà pour cette parenthèse sur le marché des changes. Concernant le marché des matières premières, hein, on a eu pas mal de mouvements, hein. Il faut savoir que ce qui va compter, hein, pour les traders pétroliers, ce sont
notamment les pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis visant à relancer l'accord nucléaire de 2015. Donc ça, ce sera suivi lors des prochaines séances. Et on notera également l'annonce hier, hein, les données publiées par l'API, l'American Petroleum Institute, qui vous fait état d'une baisse plus conséquente que prévu des stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis. Cela a permis donc de soutenir quelque peu les cours du pétrole. Et on va aborder le pétrole cet après-midi lors de la vidéo hebdomadaire matières premières et fondamentaux, hein. On abordera également le platinium, on abordera concernant les matières premières agricoles, le maïs et j'en passe. On notera également l'or qui a augmenté hier, hein, avec l'argent également qui a gagné près de 1%, qui a marqué un sommet à 25,15. C'est le dollar américain et les rendements du trésor, hein, en recul qui ont permis de soutenir les métaux précieux, notamment le métal jaune et l'argent. Alors aujourd'hui, concernant le calendrier économique, voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le contexte de marché, que ce soit sur les indices, le FX, hein, c'est de configuration à surveiller. On va parler de l'euro-dollar qui a atteint l'objectif théorique de sa figure en ETE inversé, justement, on en parlait hier. Alors, le calendrier économique. Alors aujourd'hui, on prendra connaissance, hein, des PMI. Ce sont des révisions, donc à 10h, la zone euro, à 10h30, le Royaume-Uni. À part cela, ce qui sera attendu, ce sera donc la publication des stocks de pétrole brut hebdomadaire, hein, le rapport officiel. On en prendra connaissance à 16h30. Et donc, hormis ces PMI définitifs dans le secteur des services notamment, et les stocks de pétrole brut, il y aura donc le compte rendu de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, le FOMC. Alors, ce qui va compter, ce sera ce soir à 20h. Petite parenthèse, 15 minutes avant, il y aura un discours de Joe Biden concernant le plan d'infrastructure. Ce sera 19h45 pour Joe Biden et le procès verbal du FOMC débutera à 20h. Et ce qui sera crucial concernant ce procès verbal, ce seront les éventuelles divergences, hein, concernant le calendrier d'une hausse des taux. On va donc se focaliser principalement sur les membres votants de l'année prochaine, plutôt que sur cette année. Donc voilà pour le procès verbal, je vous tiendrai informé par le biais de l'onglet actualité, bien entendu, pendant la soirée. Voilà pour le contexte de marché, voilà pour le calendrier économique. Nous pouvons passer à présent sur le compartiment action, sur les indices boursiers, avec un Nikkei qui s'est replié pour aller tester ici les 29 530 points avant de se ressaisir et de se rehisser au-dessus de sa Kijun. On est dans ce fameux range entre Tenkan et Kijun à l'heure actuelle. Rien à signaler, il faudra attendre un franchissement de la Tenkan ici, juste pour comprendre le raisonnement, un franchissement de la moyenne de court terme sur 9 périodes pour espérer un retour ici sur le précédent sommet. C'est aussi simple que cela. En cas de repli, la cible serait ce palier de SSB, c'est visuel, c'est compréhensible et on garde ici cette projection d'Osoda. On a déjà atteint l'objectif, mais on notera tout de même que cette projection V pourrait être une éventuelle résistance en cas de franchissement de la Tenkan. Le DAX, donc on le voit ici, on a marqué le pas, on s'est quelque peu replié, on avait réagi positivement, donné aux provenances des États-Unis, le rapport NFP, pour tous les indices européens. On tente de se redresser en ce début de séance, 15 250. On a déjà un objectif qui n'a toujours pas été atteint, c'est le retracement externe de Fibonacci à 127,2%, les 15 400 points. Le DAX en données intraday, pas grand-chose de nouveau ici, hein, on n'avait pas d'objectif. Donc concrètement, ce que l'on pourrait faire ici, souvenez-vous, on avait une projection de Soda, mais ce repli n'est pas conséquent. On peut quand même essayer d'avoir un objectif en traçant une nouvelle projection, en débutant ici à la fin de la précédente. Je vous rappelle, c'est aussi simple que cela. Il suffit de sélectionner un creux, un sommet, un creux intermédiaire, et nous avons notre projection V. Donc ici, on nous donne du 15 500 tout de même, hein. On est supérieur à l'objectif journalier. À voir si nous allons réaliser cet objectif. Le tout sera de ne pas marquer, de ne pas descendre en dessous de ce point C. Sinon, il faudra modifier notre projection et aller chercher le nouveau creux. Et le signal nous est donné au franchissement du record historique, tout simplement.
Voilà pour le DAX en données H4, hein, pas grand-chose à dire. Il n'y a pas eu de changement depuis hier concernant le DAX. Un léger repli. On est allé, ici on le voit, en données H1 se rapprocher de notre nuage. On retrouve ici notre objectif à 15 500 points. En données H1, on l'a tracé en données H4, donc on le retrouve en données H1. On notera que le nuage fera office de support. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq qui a marqué une pause, hein, on est stable au-dessus du retracement de Fibonacci à 78,6%, les 13 530 points. Donc on attend un éventuel démarrage du Nasdaq pour aller chercher ce niveau ici, qui aura permis de retracer toute cette baisse. C'est pour ça que c'est un retracement de 100% et c'est le niveau des 13 890, 13 900 points environ, ce qui nous permettrait d'envisager de nouveaux records historiques, hein, car on serait de retour sur les records historiques. Vous voyez cette incroyable hausse du Nasdaq, hein, le Nasdaq qui a vite récupéré de la pandémie. Pourquoi? Parce que tout simplement, souvenez-vous, les valeurs technologiques ont profité des mesures de confinement, du télétravail, et donc nous avons eu un Nasdaq qui a très vite effacé la baisse du Covid et qui n'a cessé de marquer de nouveaux records historiques. Et ici, on a boudé les valeurs technologiques depuis la hausse du rendement à 10 ans. Et on retrouve des couleurs à l'heure actuelle, franchissement de nuages. C'est un signal d'achat qui nous a été donné ici, validé par la Chikuspan, mais on marque le pas. On a eu une belle progression lundi, d'une manière générale, hein, de tous les indices, avec des records, je vous le rappelle, du Dow Jones et du S&P 500, et une surperformance même du Nasdaq, qui marque une pause sur le retracement de Fibonacci à 78,6%. Pardon. En données H4, on la voit cette pause, le signal nous avait été donné par le franchissement de la SMA 200. Je sais que je me répète, on avait franchi les précédents sommets, on marque une pause au-dessus de ce support. Prochain niveau à franchir, ce sont les 13 700 points pour espérer un retour aux 13 810 et donc éventuellement de nouveaux records historiques. S&P 500, pas grand-chose également, hein, étant donné que les indices ont marqué le pas, malheureusement. Hein, la situation est similaire à la veille, mais vous inquiétez pas, hein, il y aura de nouvelles choses sur le marché des changes et le marché des matières premières. Donc, rien à signaler, rien de nouveau, hein, sur le S&P 500. On est sous ce niveau, ce retracement externe à 161,8%, comme hier, hein, 4070 points. Le Dow Jones également, souvenez-vous que nous avons un objectif en journalier à 34 140 points. Alors c'est l'un des objectifs les plus éloignés que nous avons sur les indices, hein, c'est une projection d'Osoda en journalier, et donc ce sont les plus belles perspectives à venir d'un point de vue Osoda. On a également un retracement externe de Fibonacci ici à 33 833 points pour le Dow Jones en données H4. On notera en données H1 la présence dans le nuage, et donc une entrée en position ici dans ce raisonnement en triptyque, parce que souvenez-vous, l'unité de temps la plus courte sert à se positionner, sélectionner le meilleur point d'entrée. Ici, par exemple, ce serait une sortie de nuage validée par une Chikuspan qui se désengage de ces obstacles. Ce serait un bon point d'entrée pour un trader ayant des perspectives haussières qui voudrait aller chercher ces objectifs ici que nous avons déterminés ou bien qu'il aura déterminé lui-même de son côté. Le Russell 2000 marque une pause également, niveau de Kijun, la résistance à franchir de 1300 points. On notera qu'on s'approche d'un nuage plutôt épais qui pourrait donc soutenir une prochaine hausse. Hein, on pourrait même décoller avant. On n'est toujours pas allé chercher, hein, cette projection de Soda de 1356 points ici pour le Russell 2000. Le Bitcoin, à présent, on passe directement en données H4. Hein, on n'a pas grand-chose en données hebdo. En données H4, on a intégré le nuage, on a allé chercher à nouveau les 57 314 points. C'était plusieurs fois un palier de Kijun à ce niveau-là. Après également, il me semble, petit palier ici, mais c'est un gros niveau qu'on a allé chercher à l'heure actuelle. Et donc, en cas de passage ici au-dessus des 58 260, cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas été la bonne précédemment? On va raisonner par rapport à Ishimoku. Ici, on l'avait franchi. Si on part 26 périodes dans le passé, parce que je vous rappelle, on fait un raisonnement présent, on s'intéresse au passé par la suite, et donc on s'intéresse à la Chikuspan qui représente la clôture projetée 26 périodes dans le passé. Donc ici, lorsque j'étais à ce niveau-là, sur cette bougie, c'est-à-dire le 5 avril à 16 heures, 26 bougies avant, 26 bougies dans le passé, ma Chikuspan était là, concrètement. Donc certes, on a eu un franchissement de Kijun à la hausse,
et il n'y avait plus d'obstacles pour les cours, donc c'est un signal d'achat. Mais Machik Ousmane n'avait pas le champ libre. Elle avait donc tous ces obstacles-là. Et ces obstacles, elle a refusé de les franchir pour aller rechercher sa Kijun ici et aller tester les 57 314 points, dollars, pardon. Et donc, le signal n'est pas venu immédiatement après le franchissement, donc sortie de nuage et franchissement de Kijun. Donc, c'est le franchissement de Kijun qui constitue le signal ici. Pourquoi? Parce qu'en sortie de nuage, il y a quand même une résistance. Ici, si on sort du nuage, il n'y a plus de résistance. Nous sommes en train de tenter à l'heure actuelle de franchir la Kijun. Donc ce serait un signal d'achat et Machik Ousmane pourrait très vite se désengager de ces obstacles, pratiquement instantanément. Donc cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. En cas de rebond, on va essayer de le visualiser. En cas de redressement ici de la Machik Ousmane, qui viendrait franchir cette bougie rouge, la Tenkan, se désengager, ça se matérialiserait par des cours qui sortent par le haut du nuage. Donc ça pourrait être la bonne, la prochaine sortie de nuage pour aller chercher environ les 59 500 dollars, voire plus haut. 59 500, c'est un précédent sommet ici. Et si on parvient à se hisser au-dessus, on a eu du mal dernièrement, on va essayer de le voir. Vous voyez les précédents tests de ce niveau, on renvoyait les cours à la baisse. Donc ici, il faudra aller chercher ce niveau une nouvelle fois, réussir à le franchir pour aller chercher de nouveaux records historiques. Donc, on gardera un œil sur le Bitcoin. La configuration me semble plutôt intéressante. Dans le cas contraire, et il faut envisager le cas contraire, car la Machik Ousmane a tout de même une certaine marge de manœuvre à la baisse. Vous voyez, il y a un trou d'air avant d'atteindre le nuage. Et donc, ce trou d'air pourrait nous ramener aux alentours des 55 700 dollars. Et donc, cela se traduirait par des cours qui se replient à l'intérieur du nuage. Donc, prudence tout de même. On garde le Bitcoin sous surveillance. On passe à présent sur les matières premières avec le gold. Tout d'abord, en données mensuelles, très rapidement. Souvenez-vous, on avait répliqué ici ce mouvement baissier. C'est exactement le même rectangle. On rebondit sur cette borne basse qui correspond à notre Kijun et on invalide la cassure du retracement de Fibonacci à 38,2%, retracement du précédent mouvement haussier qui nous avait hissé sur des nouveaux records historiques aux alentours des 2075 dollars l'once. Donc très beau graphique en mensuel pour leur rebond. Alors est-ce qu'on va rebondir comme ici, comme précédemment en 2012? On était allé chercher le bas de ce rectangle et donc chercher la Kijun, vous voyez, comme ici. On cherche le bas du rectangle, la Kijun, on rebondit. Et on était parti à la hausse progressivement vers un récent sommet avant de s'écrouler. Alors est-ce qu'on va repartir à la hausse pour aller se rapprocher des 2000 dollars? À voir. En tout cas ici, il y a un gros obstacle en données hebdo, c'est le nuage. Il faudrait se hisser aux alentours des 1780 pour l'intégrer et continuer de progresser en direction de la Kijun. Et nous avons une belle configuration ici, une figure de retournement, ce double creux, ce double bottom avec pour ligne de coup les 1750 dollars. On s'en est clairement rapproché hier, l'affaiblissement du billet vert et la baisse du rendement américain à 10 ans a permis de hisser le gold aux alentours de la ligne de coup. Alors, lors des prochaines séances, il faudrait la franchir pour espérer un retour aux 1815 dollars l'once en plein milieu de notre nuage journalier. D'un point de vue intraday, que se passe-t-il? On est sorti du nuage par le haut. C'est un signal Ishimoku, un signal assez mou tout de même. Vous voyez, on sort du côté du nuage, il n'y a pas eu de réel momentum aussi qui a permis de le franchir. La Machik Ousmane valide, mais signale quand même. Alors, est-ce que. Donc à présent, la principale résistance, c'est la ligne de coup. Ce sont les 1750 dollars. C'est la principale résistance à franchir que l'on retrouve ici. On avait eu même un rejet du marché de ce niveau-là ici pendant à la mi-mars. Donc c'est le réel niveau à franchir. On ne le retrouve pas trop en données H4, mais on l'a clairement vu en données journalières. Ligne de coup que vous retrouverez en vert ici. Le silver, alors également sur le point de sortir de son nuage par le haut, la Machik Ousmane est bien loin de s'affranchir de ses obstacles et d'encore s'attaquer à son nuage. Donc le silver ne donne pas plus d'indications à ce niveau-là.
Le pétrole, on est toujours sur cette oblique baissière, on ne va pas le répéter, on est toujours dans un range ici. En données H4, on a eu le rapport donc de l'API qui a fait état d'une baisse plus prononcée des stocks hebdomadaires. On est tout de même allé chercher le bas du range ici, hein, vous voyez. On n'est pas allé jusqu'au 57,40, hein, mais tout de même une belle mèche basse. On s'est redressé par la suite. 16h, c'était l'heure, il me semble. C'était à 16h30, la publication hier. Vous voyez, stock de pétrole brut. Ah, excusez-moi, c'était à 22h40. C'est aujourd'hui que c'est à 16h30, autant pour moi. Donc, 22h40. Alors, on était aux environs. On va essayer donc de voir l'effet des stocks. Alors, il n'y a pas eu énormément d'effets, hein. Autant pour moi, pas énormément d'effets. Bon, concrètement, hein, ça le montre, hein, tant qu'on est dans ce range, on va attendre une réelle sortie, hein, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on avait annoncé hier. On attend une cassure des 57,40 $, à voir si aujourd'hui à 16h30, ça va nous permettre ou non, parce que ce sera le rapport officiel, de casser la borne inférieure et donc d'envisager un retour ici vers les 54,20 $ ou de sortir du nuage par le haut et de s'affranchir des 62,20 $. On va aborder les fondamentaux du marché pétrolier cet après-midi, donc je me répète, hein, lors de la vidéo hebdomadaire. Alors même topo ici pour le Brent, on est dans un range, on attend soit cassure de la borne basse, soit sortie de nuage par le haut, avec une préférence pour un franchissement de ce niveau aux alentours des 65,30 $. Alors le copper va nous intéresser notamment en données H4. Alors vous voyez ici concernant le copper, il y a plusieurs éléments. Il y a des fondamentaux parce que le plan d'infrastructure va nécessiter énormément de cuivre et donc c'est haussier pour le copper, mais il y a également la récente faiblesse du dollar américain et le très bon rapport du NFP qui ont favorisé cette hausse du copper. On avait testé à nouveau cette zone aux alentours ici des 1700 $. On est reparti à la hausse, gap haussier. On se planque dans le nuage. Et si on en sortait par le haut, donc on pourrait aller chercher dans un premier temps les 9200 $. Donc ce niveau-là qui avait été rejeté suite au test, souvenez-vous de cette ligne de coup en oblique haussière. Et donc le prochain niveau, ce serait le sommet de l'épaule droite de cette figure en ETE. Et donc les 9300 $. On peut espérer un nouveau test donc de cette oblique haussière si et seulement si on parvient à sortir du nuage par le haut. Alors le copper devient intéressant avec des perspectives haussières. On avait, suite à la cassure de la ligne de coup ici, on s'était brusquement replié, mais le nuage ne nous avait pas permis d'aller chercher l'objectif théorique. Hein, souvenez-vous, et à présent, les perspectives redeviennent haussières à l'heure actuelle, notamment suite aux différents éléments fondamentaux que je vous ai énoncés. Donc voilà pour le copper. On abordera d'autres matières premières cet après-midi. On passe sans plus tarder sur le marché des changes avec un billet vert qui se replie. Alors on le voit ici, il se replie. La Chicouspan a finalement refusé, hein, de s'affranchir de ces obstacles. En données journalières, malheureusement, on abandonne cette projection de soda. On attend d'y voir un peu plus clair. On pourrait éventuellement tester un nouveau tracé ici avec un point A à ce niveau, un point B ici et un point C ici. Alors il faudrait être sûr que l'on ait un plus bas. Donc on va attendre, hein, de voir. On va attendre demain concrètement la clôture de cette bougie. Si on clôture au-dessus des 92,52, dans ce cas-là, on pourra estimer que notre point C a été marqué ici. On aura une nouvelle projection. En tout cas, le biais vert s'est replié. Les rendements américains, le 10 ans américain, c'est également le rendement du 10 ans américain, pardon, c'est également replié, ce qui a favorisé l'euro-dollar qui est actuellement sous résistance. Ça, c'est en données journalières. On y voit beaucoup plus clair en données intraday. Souvenez-vous, hier, nous avons parlé de cette figure en épaule, tête-épaule. Chaque élément ici indiqué par une flèche verte. L'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. On a cassé la ligne de coup. L'objectif théorique qui est issu, hein, de la hauteur de la tête, tout simplement. Hein. Je le fais graphiquement avec les rectangles. Je prends la hauteur de la tête et ensuite je la duplique en appuyant sur la touche contrôle de mon clavier et je fais un clic gauche, ça me duplique ce rectangle et ça me permet d'avoir la hauteur et ça me donnait un objectif à 1,1876. Ça correspondait à une précédente projection d'Osoda ici un peu plus haut, celle-ci.
et l'objectif théorique coïncidait avec cette projection d'Osoda. On a atteint l'objectif très rapidement pour l'euro-dollar. On marque une pause sous ce niveau. Alors à voir à présent hein, quelle sera la prochaine direction. Soit on franchit ce niveau-là et on va aller chercher un précédent sommet ici justement. On va aller chercher le point C de la projection baissière. On a A ici, B ici et C. Ces niveaux-là également, issus de vos vagues des projections de Soda, servent de niveau par la suite lorsque le marché se retourne. Donc voilà pour l'euro-dollar, peut-être 1,1946. Hein, il faudrait que le biais vert s'affaiblisse davantage et on pourrait progresser pour aller chercher ce niveau-là et ces derniers remparts avant les 1,1990. On notera également le GBP-USD. Alors c'est intéressant le GBP-USD hein, qui se replie. On a ici en données H1, c'est beaucoup plus visible, une figure en ETE. On est en pullback sur la ligne de coup. Si on se maintient sous cette ligne de coup à la clôture, on pourrait aller chercher ici les 1,3690. Hein, c'est l'objectif en répliquant la hauteur de la figure. Donc attention, un repli qui pourrait s'accentuer sur le GBP-USD si on invalidait notre figure, c'est-à-dire en se hissant au-dessus de la ligne de coup, on pourrait assister à un retour en direction de la Kijun à 1,3843. Après, il y aura une grosse zone de résistance, en tout cas en données H1. On va essayer de voir ici les données journalières. On est dans le nuage. En journalier, on ne fait rien. En journalier, on n'a pas d'indication. On est visiblement à l'équilibre. Et ici, on la voit hein, tout de même, cette petite figure en épaule, tête-épaule. Et on a tout de même un nuage qui exerce une pression haussière. Alors, le nuage est comme une sorte d'aimant, ou bien il va rejeter par une sorte de poussée d'Archimède les cours à la hausse. C'est ce qu'on voit ici. C'est pour ça qu'il y a très souvent des mèches. Et donc, pour une réelle cassure de la ligne de coup, il faudrait que l'on réussisse à intégrer le nuage, voire même qu'on en sorte par le bas en données H4, ce qui nous permettrait de réaliser l'objectif théorique en données H1. Tout ce qu'il y a à signaler sur le marché d'échange et cet après-midi, on s'intéressera plus en détail sur les matières premières et les fondamentaux. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein, ce sera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des réactions également, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et sinon, hein, si vous n'avez ni questions ni réactions, n'hésitez pas pour nous encourager à liker cette vidéo. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. Pour ceux qui sont intéressés par les matières premières, je vous donne rendez-vous cet après-midi. Pour les autres, rendez-vous au prochain Good Morning Market dès demain.